Mon beau-père a hurlé sur ma fille de 16 ans, sors d'ici, ta chambre appartient à ta cousine, maintenant. Elle a été forcée de partir, au beau milieu de la nuit, sans nulle part où aller. Quand mon mari l'a découvert, il leur a envoyé ceci, et leur vie a commencé à s'effondrer. J'étais dans la salle des médicaments, à minuit 43, en train de scanner une dose d'analgésique pour un patient post-opératoire, quand le nom de ma fille, Grace, a illuminé mon téléphone. J'ai failli laisser sonner le répondeur. En effet, j'étais infirmière dans un service en sous-effectif, et un appel d'une adolescente à cette heure-là signifiait généralement un chargeur perdu, un mal de tête, ou un formulaire scolaire oublié. Puis, j'ai vu qu'elle avait appelé 3 fois. J'ai répondu, en gardant encore un gant sur la main. Le moniteur du couloir bipait derrière moi. Sa respiration m'est parvenue en premier, faible et saccadée. « Maman, je suis dehors. » J'ai regardé le tiroir verrouillé des stupéfiants, comme s'il venait de bouger. « Dehors, où ça ?» Elle a dégluti si fort que je l'ai entendu. Grand-père a dit que je devais sortir. Grand-mère ne l'a pas arrêté. Tante Heather est là avec Avery, et ils ont dit que ma chambre n'était plus à moi, ce soir. Pendant une seconde, ces mots refusaient de s'aligner avec la maison que je connaissais. Ensuite, une voiture est passée de son côté, assez près pour que le vent frappe le micro du téléphone. Le distributeur automatique était toujours ouvert derrière moi, attendant mon badge, comme si rien d'autre au monde n'avait changé. Je pouvais entendre l'alarme d'un lit sonner au bout du couloir, mais le son paraissait lointain. Mon enfant n'était pas dans une chambre. Elle était sur le trottoir. Je me suis glissé dans l'alcôve vide, réservé au personnel, et j'ai pressé le téléphone fermement contre mon oreille. Répète-le, lentement. Es-tu sur le porche, dans l'allée? Ont-ils verrouillé la porte? Grace a essayé de paraître calme, ce qui a rendu les choses encore pires. Je suis près de la boîte aux lettres. Grand-père a mis mon sac à dos dehors. Grand-mère a dit que je pourrais revenir chercher le reste, plus tard. Sa voix s'est brisée sur ce dernier mot. J'ai demandé, est-ce que quelqu'un t'a touché? Es-tu blessé? Non, il a juste continué de crier. Tante Heather a dit qu'Avery avait besoin d'une vraie chambre, tout de suite, et j'ai répondu que j'habitais là. Et grand-père a dit, plus maintenant. Dans mon esprit, j'imaginais notre maison familiale derrière elle, plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière du porche. Ron la laissait toujours allumée, quand il voulait montrer à tout le monde qu'il était le chef. Grace a ajouté, « Maman, je ne sais pas quoi faire. » Elle utilisait cette voix rigide, celle que les adolescents adoptent lorsqu'ils sont terrifiés à l'idée d'être traités comme des enfants. Je sentais qu'elle détestait le moindre de ces tremblements. Cette phrase a détruit toutes les règles que j'avais toujours suivies, dans le but de maintenir la paix avec ma belle famille. J'ai gardé une voix neutre. Ne bouge pas. Ne va nulle part. Reste en ligne avec moi. Sa respiration s'est bloquée un instant, puis elle a murmuré, ils ont mis mon pyjama dans un sac de course. J'ai demandé des faits précis, car c'était le seul moyen de m'empêcher de hurler. Où est ton manteau? Dans le sac. Tes chaussures? Je les ai sur moi. Batterie du téléphone à 31%. Elle m'a raconté que Ron, mon beau-père, avait ouvert la porte de sa chambre sans frapper, tandis que Deborah, ma belle-mère, se tenait dans le couloir, les bras croisés. Ma belle-sœur, Heather, était entrée en portant le sac de sport d'Avery. Cette dernière, âgée de 15 ans et silencieuse, refusait de croiser le regard de Grace. Ma fille a expliqué, grand-père m'a dit de vider le lit, car Avery prenait la chambre, désormais. J'ai répondu que papa avait dit que c'était ma chambre. Il a rétorqué que papa n'était pas là. Deborah avait alors ajouté, cette famille a de plus gros problèmes que ton attitude. Ensuite, quelqu'un a vidé le contenu de 2 tiroirs dans un panier à linge, pour le poser près des escaliers. Grace avait tendu la main vers son ordinateur portable, mais Ron lui a lancé sèchement, tu pourras récupérer le superflu, quand tu auras appris le respect. Elle n'était pas encore au courant de l'inspection pour la garde d'enfants. Elle savait seulement que les adultes avaient voté, sans nous, pour qu'elle disparaisse. Ses chaussettes étaient dépareillées, a-t-elle précisé, car elle avait attrapé ses chaussures en vitesse, pendant que Ron bloquait l'encadrement de la porte, en lui disant de se dépêcher. L'infirmière en chef de nuit est passée devant l'alcôve, et a haussé les sourcils en me regardant. J'ai articulé silencieusement, urgence. Grace a repris, maman, la porte vient de se verrouiller. J'étais à 1 heure de route,
et la panique n'était pas un moyen de transport. Je lui ai dit de se tenir sous le lampadaire, et de garder son téléphone bien en vue. Ne va pas chez tes amis, sauf si je te le dis. Ne les laisse pas te convaincre de rentrer seul à l'intérieur. J'appelle Joanne. Joanne était notre voisine âgée, une bibliothécaire d'école à la retraite. Elle vivait 2 maisons plus loin, de l'autre côté de la rue, et arrosait les plantes de tout le monde, comme si le quartier était toujours figé en 1985. Je l'ai appelée sur la 2e ligne. Le téléphone a sonné 4 fois, et j'ai imaginé sa petite cuisine, l'horloge en forme de coque, ainsi que cette ligne fixe qu'elle refusait de remplacer. Sarah, a-t-elle répondu, ensommeillée mes alertes. Joanne, c'est pour Grace. Ron l'a mise à la porte. Je suis à l'hôpital. Peux-tu aller la chercher, tout de suite? Le sommeil a immédiatement quitté sa voix. Il a fait quoi? S'il te plaît, je t'expliquerai plus tard. J'ai basculé à nouveau sur la ligne de Grace, et j'ai écouté la porte d'entrée de Joanne s'ouvrir à travers les 2 téléphones, une ligne dans chaque oreille. 1 minute plus tard, la voix de Joanne a retenti, claire et toute proche. Grace, ma chérie, viens avec moi. Grace a sangloté une fois, furieuse contre elle-même de pleurer. Elle n'arrêtait pas de demander si elle devait s'excuser abondamment, afin qu'on la laisse rentrer. J'ai répondu, non, à chaque fois. Joanne ne m'a pas demandé si je réagissais de manière excessive. La première porte s'est ouverte, de l'autre côté de la rue. Dès que Joanne a annoncé qu'elle était à l'intérieur, j'ai marché droit vers ma superviseuse. Mes mains étaient stables, car j'étais toujours en mode infirmière, mais mes pensées filaient déjà sur l'autoroute. Urgence familiale. Mon enfant mineur a été mis à la porte de notre maison, en pleine nuit. Je dois partir. Ma superviseuse, Angela, a regardé mon visage, et n'a pas demandé d'entendre l'histoire une seconde fois. Vas-y, envoie-moi un message quand vous serez en sécurité. J'ai transféré la charge de mes patients en phrases brèves, j'ai signé le registre des stupéfiants, et j'ai fourré mon stéthoscope dans mon sac. L'ascenseur m'a paru interminable. Dans le parking, l'air froid a frappé ma tenue d'hôpital, et l'odeur du désinfectant s'est transformée en effluve d'huile et de pluie. J'ai rappelé Joanne, avant de démarrer la voiture. Grace était assise à la table de la cuisine, devant un thé qu'elle ne boirait pas, enveloppé dans une courte pointe. Joanne m'a informé, elle n'arrête pas de s'excuser de m'avoir réveillé. J'ai rétorqué, dis-lui qu'elle a fait exactement ce qu'il fallait. Je n'ai pas pointé ma sortie avec élégance. Je suis parti avec mon badge de travers, ma Charlotte toujours dans la poche, et mon téléphone sur haut-parleur. Chaque feu rouge me semblait être une attaque personnelle. Puis, je me suis engagé sur la route. Les lumières de l'hôpital ont disparu derrière moi, et la maison qui m'attendait ressemblait de moins en moins à un foyer, à chaque kilomètre parcouru. J'ai appelé Ron et Déborah depuis l'autoroute, car le silence leur aurait permis d'inventer la première version des faits. Ron a répondu, comme s'il s'attendait à mon appel. Sarah, avant que tu ne commences, sache que Heather fait face à un problème grave. Tu as mis ma fille dehors. Elle faisait des difficultés. Déborah a pris l'extension téléphonique, la respiration haletante et d'un ton offensé. Avery a besoin d'une chambre, ce soir. Ben essaie de faire passer Heather pour une personne instable, et il se peut que quelqu'un vienne poser des questions, demain. Ben était l'ex-mari de Heather, et le père d'Avery. Jusqu'à cet appel, je savais seulement que leur divorce s'était très mal passé. Ron m'a expliqué que Heather vivait chez Derek, son petit ami, dans un endroit plein de colocataires et de cartons, sans véritable chambre pour Avery. Si les services de protection de l'enfance voient ça, Heather perdra son enfant, a-t-il affirmé. Alors, vous avez jeté la mienne à la rue, ai-je demandé. Il y a eu un silence. Non pas par culpabilité, mais par agacement, parce que je n'avais pas adhéré à la logique familiale. Déborah a poursuivi, Grace peut dormir chez une amie. Avery n'a pas cette option. Le trafic devenait flou à travers mon pare-brise. Ron s'est mis à parler avec ce ton autoritaire, celui de la direction, qu'il utilisait lors des dîners de famille, quand il exigeait l'obéissance sans paraître cruel. Déborah n'arrêtait pas de répéter, tu sais comment sont les tribunaux, comme si cela excusait d'avoir verrouillé la porte. Il n'essayait pas d'expliquer une erreur. Au contraire, il défendait un plan prémédité. Ron a déclaré, Grace a 16 ans. Sarah, arrête de parler d'elle comme si c'était un bébé.
J'ai resserré mon emprise sur le volant. Les adolescents de 16 ans ont toujours besoin d'adultes de confiance, pour les protéger. Déborah a piqué une crise, elle avait le choix. Elle aurait pu prendre le canapé dans le petit salon, mais elle a fait l'offusquer. Heather ne peut pas laisser Avery dormir sur un canapé, si quelqu'un débarque demain. J'ai demandé pourquoi le propre lit de Grace devait être sacrifié, au nom d'un mensonge. C'est à ce moment-là que Heather a pris le téléphone. La voix de ma belle-sœur vibrait de panique, dissimulée sous la colère. Ce n'est pas un mensonge, c'est temporaire. Avery mérite de la stabilité. Alors, offre-lui de la stabilité, sans expulser mon enfant. Heather s'est emportée, ton enfant a fait un scandale, et aurait tout gâché. Elle n'arrêtait pas de dire, c'est ma chambre, comme si la maison lui appartenait. Ron a repris l'appareil, le ton plus glacial. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Toi et Ryan, vous pourrez jouer les dramaturges, plus tard. J'ai demandé s'il comprenait comment tout cela allait sonner, dans un rapport officiel. Déborah a alors répliqué, ne nous menace pas avec de la paperasse. Cette phrase m'est restée en tête. Il a raccroché, avant que je ne puisse répondre. L'appel suivant fut pour mon mari, Ryan. Il se trouvait à 3 états de là, pour un voyage d'affaires, et je savais déjà que cette situation allait raviver toutes les vieilles blessures de sa famille. Ryan a décroché à la première sonnerie, depuis sa chambre d'hôtel, avec le faible bruit de la télévision en fond sonore. « Salut, est-ce que Grace avait besoin de quelque chose ?» Je lui ai tout raconté, dans l'ordre. L'appel, la boîte aux lettres, Johan, le sac de course, l'explication de Ron, les excuses de Déborah, et la panique de Heather pour la garde de sa fille. Je n'ai rien édulcoré. Ryan ne m'a pas interrompu, une seule fois. Je connaissais bien son silence. D'habitude, cela signifiait qu'il essayait de construire un pont, entre ses parents et les actes répréhensibles qu'ils avaient pu commettre. En temps normal, il aurait dit « Laisse-moi appeler papa ». Ou bien « Maman devient vite dramatique ». Ou encore « Nous avons besoin d'une vue d'ensemble ». Cette fois, son silence est devenu lourd, et plat. Où est Grace, en ce moment ? Dans la cuisine de Johan. Es-tu en route pour la rejoindre ? Oui. J'ai entendu un tiroir claquer, de son côté. Je fais mes valises. Ryan, et tes réunions ? Non. Un seul mot, pas crié, juste définitif. Mes parents ont jeté mon enfant dehors, en pleine nuit. Je rentre à la maison, tout de suite. Ensuite, il a ajouté, sauvegarde chaque appel. Fais des captures d'écran de tout. Ne discute plus avec eux. J'ai failli rater ma sortie, car je fixais la route à travers des larmes, que je refusais de laisser couler. Au mot « sauvegarde », l'infirmière en moi a transformé la peur en besoin de documentation. J'ai ouvert l'application de notes de mon téléphone, à un feu rouge, et j'ai dicté les heures, les noms, ainsi que les phrases exactes. C'est à ce moment précis que j'ai su que les anciennes règles avaient volé en éclats. Pour comprendre pourquoi cela avait tant d'importance, il faut comprendre ce qu'était cette maison. Il ne s'agissait pas d'un simple bien immobilier, mais d'une véritable arme familiale. La grand-mère de Ryan, Dorothy, l'avait adoré dès l'époque où il n'était qu'un enfant timide, qui se cachait dans son garde-manger pour lire des bandes dessinées. Ses parents, eux, adoraient Heather, et tout le monde le savait. Aux anniversaires, Heather avait droit à l'appareil photo, au toast, et au fameux discours sur « notre magnifique fille ». Ryan, de son côté, recevait des cadeaux pratiques, ainsi que des instructions pour aider à porter les chaises. À la mort de Dorothy, Ryan avait 18 ans, et Heather en avait 15. Dans le bureau de l'avocat, à l'époque, Ron s'attendait à un simple transfert de propriété en sa faveur, et en celle de Déborah. Au lieu de cela, Dorothy avait légué la maison à Ryan, par le biais d'un montage en fiducie. Ce document faisait de lui l'unique bénéficiaire, à sa majorité. Ron a quitté la pièce, avant même que l'avocat n'ait terminé sa lecture. Déborah a pleuré sur le parking, affirmant que Dorothy avait empoisonné la famille. Quant à Heather, elle a dévisagé Ryan, comme s'il venait de voler dans son sac à main. L'ancienne voisine de Dorothy m'a raconté, un jour, que Dorothy n'avait jamais fait confiance à Ron, que ce soit pour gérer les clés, l'argent, ou les sentiments blessés. Ryan n'avait pas réclamé cette maison. Il ne savait même pas quoi en faire. Mais, à partir de ce jour, en être le propriétaire est devenu une chose pour laquelle il était censé s'excuser.
des années plus tard, lors de nos fiançailles, Ryan m'a montré les documents de la fiducie, assis à la table de la cuisine de notre minuscule appartement. Il se trouvait dans un dossier bleu, accompagné d'avis d'imposition, de relevés d'assurance, et de lettres d'un avocat, parti à la retraite bien avant la naissance de Grace. Légalement, elle est à moi, a-t-il avoué, presque honteux. Émotionnellement, elle est à eux. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, au fond. Il s'est frotté le visage et a soupiré, je veux que tout le monde arrête de me regarder comme si j'avais profané une tombe. C'était exactement le discours familial que Ron avait peaufiné, pendant des années. Dorothy aurait été manipulée, Ryan aurait fait preuve d'égoïsme, et la paperasse n'était qu'un détail technique. Lors d'un repas de Thanksgiving, tout en passant la purée, Deborah avait même lâché, certains documents sont légaux, mais n'en restent pas moins injustes. Heather avait alors renchéri, un vrai frère partagerait son héritage, sans y être forcé. Ryan payait les impôts fonciers, car la fiducie l'exigeait. Il maintenait l'assurance à jour, parce que le titre de propriété le rendait responsable. Pourtant, il n'utilisait jamais le mot « mien » dans cette maison. Il traitait ce dossier bleu comme une arme chargée. Lors des dîners de famille, le dossier n'était jamais mentionné, mais tout le monde agissait comme s'il trônait en plein centre de la table. Je l'ai soutenu, car la culpabilité est un fardeau pesant, et je pensais que la gentillesse serait peut-être plus légère à porter. Mais cette gentillesse s'est transformée en laisse. Lorsque nous avons emménagé dans la maison, 2 ans avant ce fameux renvoi, le but était d'économiser de l'argent, tout en aidant Ron à la suite d'une opération du genou. Ryan avait déclaré que nous prendrions la chambre à l'étage. Grace aurait la pièce du fond avec les murs jaunes, tandis que ses parents garderaient le rez-de-chaussée. Dans la pratique, c'était Ron qui décidait quel réglage du thermostat était considéré comme raisonnable. Deborah décrétait quelle course appartenait à toute la famille, et Heather passait quand bon lui semblait, car elle continuait d'appeler cet endroit, chez papa et maman. La chambre de Grace n'était pas une chambre d'amis. On y trouvait son sac d'école, ses fiches de révision en biologie, ses dessins, le sweat à capuche qu'elle portait pour étudier, et un petit bocal rempli de mots pliés, offert par ses amis. Ryan continuait de payer les impôts et l'assurance avec notre compte commun. Toutefois, Ron nous présentait aux visiteurs en précisant que nous logions chez eux, pour le moment. Lorsque je rectifiais ces petites choses, Ryan me serrait la main, sous la table. « Ça n'en vaut pas la peine », murmurait-il. Grace avait elle-même peint un des murs, en utilisant du ruban de masquage et une assiette en carton remplie de vis. Elle s'était appropriée cette chambre, par des petites choses toutes simples. Peut-être que cela n'en valait pas la peine, quand le conflit portait sur le thermostat, ou le repas. Mais c'est devenu crucial, au moment où ils ont touché à la porte de notre fille. La crise de Heather n'a pas surgi de nulle part. Au moment où Ron a hurlé sur Grace, Heather se battait contre Ben pour la garde d'Avery, et Ben avait commencé à tout documenter. Heather avait emménagé avec Derek. C'était un petit ami affublé d'un camion bruyant, d'un garage rempli d'outils qu'il ne verrouillait jamais, et de 2 colocataires qui traitaient le salon comme un bar sportif. Avery n'y disposait d'aucune chambre privée. Elle n'avait qu'un coin, caché derrière un rideau, et une tour de tiroirs en plastique. Heather clamait à qui voulait l'entendre que Ben exagérait, simplement pour garder le contrôle. Ben, de son côté, plaidait au tribunal qu'Avery avait besoin de stabilité. Quelque part au milieu de tout ça, quelqu'un a glissé que les services de protection de l'enfance pourraient venir vérifier où dormait Avery. Heather a paniqué. Ron et Deborah ont alors résolu la situation, exactement comme ils le faisaient pour chaque problème impliquant Heather. Ils ont transféré le fardeau, sur les épaules de la famille de Ryan. Ils n'ont pas demandé à Grace de partager sa chambre, le temps d'un week-end. Ils ne nous ont pas appelés. Ils n'ont pas dit « nous avons une urgence ». Ils ont décrété qu'Avery devait avoir une vraie chambre, pour que leur mensonge tienne la route. Alors, l'existence même de Grace devait être mise de côté. L'inspection comptait davantage à leurs yeux, que cette jeune fille laissée debout sur la pelouse. Ils mettaient en scène la sécurité d'Avery, en mettant Grace en danger. Voilà à quoi se résumait le système familial, dépouillé de tous ses artifices. Johan a ouvert sa porte d'entrée, avant même que j'atteigne le porche. Ses cheveux argentés étaient épinglés de travers, et une batte de baseball trônait près du porte-parapluie. Cela m'en disait long, sur la façon dont la nuit s'était déroulée de son côté de la rue. Grace était assise à la table de la cuisine, vêtue d'un pantalon de pyjama, de baskets, et de mon ancienne veste en polaire.
Son sac à dos reposait à ses pieds, et un sac de course patientait à côté de sa chaise. Elle s'est levée brusquement, en me voyant. Je l'ai rattrapée, avant qu'elle n'ait le temps de décider si elle était en colère, ou embarrassée. « Je suis désolée », a-t-elle soufflé contre mon épaule. « Arrête. » Je me suis reculé, et j'ai tenu son visage, pour la forcer à me regarder. « Tu as appelé. Tu n'as pas bougé. Tu es allé avec Johan. Tu as fait tout ce qu'il fallait. » Ses yeux ont lancé un éclair de colère. Ils ont obligé Avery à s'asseoir sur mon lit, pendant que je faisais mes affaires. Johan a marmonné, des animaux. Puis, elle s'est immédiatement corrigée, je présente mes excuses aux animaux. Grace a failli sourire, mais l'expression s'est brisée, avant même d'atteindre ses lèvres. Johan a posé des toasts sur la table, comme si la nourriture pouvait restaurer la dignité. Dehors, notre maison se dressait à 2 portes de là, la lumière de la chambre de Grace toujours allumée. J'ai compté ses doigts, de la même manière que je comptais les pulsations cardiaques, ayant désespérément besoin d'une preuve qu'elle était entière. Elle a regardé par la fenêtre et a chuchoté, « C'est ma lampe. » Ryan est arrivé peu après 7 heures du matin, débarquant d'un covoiturage. Il portait son sac de travail, une chemise froissée, et n'avait pas de manteau. Je m'attendais à ce qu'il m'appelle depuis l'aéroport, dans un premier temps. Au lieu de cela, il a franchi le portail de Johan, alors que le ciel virait au gris. Grace s'est figée dans l'encadrement de la porte. Il a laissé tomber son sac sur le porche, et a ouvert les bras. Elle ne s'est pas précipitée vers lui. Elle a marché, raide et furieuse, jusqu'à ce qu'il murmure « Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir été là. » Alors, elle s'est effondrée contre lui. Sa valise avait encore une étiquette de compagnie aérienne, qui se balançait à la poignée. Il n'était pas passé par notre maison en premier. Il m'a regardé par-dessus la tête de notre fille, et son visage avait changé, d'une manière que je ne pouvais pas encore définir. Le premier vol, a-t-il précisé. Je l'ai réservé pendant que je faisais mes valises. Johan a demandé s'il voulait du café. Il a d'abord répondu par l'affirmative, puis a posé les yeux sur le sac de course de Grace, et est revenu sur sa décision. En fait, je veux savoir où sont ses autres affaires. Grace a lâché, dans ma chambre, ou celle d'Avery, je suppose. Ryan a fermé les yeux, un court instant. Déborah lui a envoyé un texto, pendant que nous étions plantés là. Ta sœur est désespérée. N'empire pas les choses. Ryan m'a montré l'écran du téléphone, avant de le retourner face contre table. Trop tard, a-t-il tranché. Une fois que Grace est montée se laver le visage dans la salle de bain d'amis de Johan, j'ai annoncé à Ryan que nous devrions peut-être faire un signalement officiel. Je me suis préparé à voir ressurgir ses vieux réflexes. Il avait passé des années à justifier la cruauté de ses parents, la traduisant par du stress, des traditions familiales, un mauvais timing, ou de simples malentendus. Il était assis à la table de la cuisine, les 2 mains serrées autour d'un mug auquel il n'avait pas touché. Oui, a-t-il simplement répondu. J'ai cligné des yeux, surprise. Je veux dire, contacter la police, et peut-être les services de protection de l'enfance. Quelque chose qui laisse une trace écrite. Ils ont mis une mineure dehors en pleine nuit, et ils ont admis que c'était lié au problème de garde de Heather. Je sais. Sa voix est restée basse. Nous signalons l'expulsion. Et nous signalons le motif. Si Avery est plus en sécurité avec Ben, comparé à tout ce que fabrique Heather en ce moment, alors la vérité doit éclater au grand jour. Johan, appuyé contre l'évier, écoutait la scène. Bien, a-t-elle approuvé. Ryan a regardé par la fenêtre, là où la maison de ses parents se dessinait, à travers les branches dénudées. Mon père a toujours dit que la famille réglait ses problèmes en famille. Il a reposé le mug. Cette règle a pris fin, au moment où il s'en sont servis pour mettre Grace en danger. J'ai écrit l'expression « mobile liée à la garde d'enfants », car ce langage clinique m'empêchait de trembler. Pour la première fois depuis l'appel nocturne, j'ai cessé de me préparer à ce que Ryan arrondisse les angles. Nous avons rempli le rapport de police en ligne, depuis la table de la salle à manger de Johan. En effet, aucun d'entre nous n'était disposé à remettre les pieds dans cette maison, tant que Ron était réveillé et furieux. Grace était assise entre nous, son téléphone branché sur le chargeur de notre voisine. Elle a lu la chronologie des événements, corrigé 2 détails, et nous a montré les appels en absence de Heather,
passé juste après que Ron ait verrouillé la porte. J'ai téléchargé les captures d'écran de mon journal d'appel, le texto de Deborah, ainsi qu'une déclaration écrite de Joanne, attestant qu'elle avait récupéré Grace à l'extérieur, à minuit 58. Ryan a rédigé lui-même la partie concernant les motivations de Heather, liées à la garde d'Avery. À mi-chemin, un nouveau message est apparu sur le téléphone de Grace, provenant du numéro d'Avery. Peux-tu juste dire que tu es parti parce que tu étais en colère? Maman dit que tout est en train de foirer. Grace a repoussé le téléphone loin d'elle, comme s'il venait de la mordre. C'était le deuxième front de la bataille. Non seulement ils défendaient leurs actes, mais ils essayaient aussi de recruter notre fille pour les couvrir. Ryan a pris une photo du message, avec son propre appareil. Ajoute ça, a-t-il ordonné. Sa voix était si contrôlée, qu'elle a plongé la pièce dans le silence. Joanne a imprimé une copie sur la vieille imprimante de son bureau, chaque page glissant avec un gémissement obstiné. Le numéro de dossier nous a été transmis, 10 minutes plus tard. Ryan a fixé ce numéro de dossier pendant un long moment, puis a déclaré « J'ai besoin de Maître Fletcher ». Maître Fletcher était l'avocate de la famille, celle qui s'était occupée d'une mise à jour ultérieure de la fiducie. Son bureau se trouvait à 40 minutes de route. Je pensais qu'il voulait lui demander des conseils, au sujet du rapport de police. Mais au lieu de cela, il est allé jusqu'à notre voiture, a récupéré le dossier bleu dans la boîte à gants verrouillée, et est revenu en le tenant fermement, comme si l'objet avait soudainement cessé d'être dangereux. À midi, nous étions dans la salle de conférence de Maître Fletcher. Grace était restée chez Joanne, en sécurité et épuisée. L'avocate a lu la fiducie, l'historique des actes de propriété, les reçus d'impôts, ainsi que les dossiers d'assurance que Ryan payait depuis des années. Elle a tapoté les documents, pour en faire une pile bien nette. Ryan, la maison est à vous. Pas moralement, pas symboliquement. Légalement. Vos parents y vivent grâce à votre seule permission. Il a dégluti. Puis-je exiger qu'ils partent? Oui, nous pouvons leur signifier une mise en demeure formelle, en bonne et due forme. J'ai attendu que la culpabilité le tire en arrière. Il m'a regardé une fois, puis a fixé le dossier. Faites-le. Maître Fletcher lui a demandé s'il était vraiment sûr de lui. Ryan a répondu, ils ont traité mon enfant comme un objet jetable, dans ma propre maison. L'avocate a fait glisser un stylo vers lui, sans pour autant le forcer. Ryan s'en est saisi, sans détourner le regard. Les papiers contenus dans ce dossier venaient de se transformer en une porte qui se referme. Nous ne sommes pas rentrés chez nous, cet après-midi-là. Nous sommes retournés chez Joanne, où Grace s'était endormie sur le canapé, sous la courte pointe, en gardant ses chaussures aux pieds. Un huissier de justice a délivré l'avis formel d'expulsion à 16h10. Je le sais, car le téléphone de Ryan a vibré pour confirmer la remise du document, et, 10 secondes plus tard, la voix de Ron a résonné dans tout le quartier. Ryan. Ce n'était pas un simple appel. C'était un véritable rugissement, provenant de notre porche. Deborah est sortie à son tour, agitant l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un objet contaminé. Heather se tenait derrière eux, la bouche grande ouverte, et Avery restait à moitié caché, près de la porte. Depuis la fenêtre de Joanne, nous avons regardé le grand mythe familial s'effondrer, en temps réel. Ron a appelé son fils à cette reprise. Deborah a envoyé un texto, « Tu ne peux pas expulser tes propres parents. » Heather a écrit, « Avery va tout perdre, à cause de toi. » Ryan a lu chaque message, sans y répondre. Grace s'est réveillée, a remarqué l'enveloppe dans la main de Deborah, et s'est redressée d'un bond. C'est quoi, ça? Ryan s'est agenouillé devant elle. C'est un avis d'expulsion, pour qu'il quitte la maison. Elle l'a dévisagé. Tu as le droit de faire ça? Il a hoché la tête, une seule fois. J'aurais dû m'en souvenir plus tôt. J'ai senti Grace s'appuyer contre mon épaule, au moment où Deborah s'est mise à hurler le nom complet de Ryan. De l'autre côté de la rue, Ron a donné un grand coup de pied dans une jardinière, l'éjectant du porche. Au coucher du soleil, ils ont traversé la rue. Ron menait la marche. Deborah le suivait de près. Et Heather fermait la marche, brandissant son téléphone comme une arme. Joanne est allée à leur rencontre, derrière sa porte moustiquaire, avant même qu'il ne puisse frapper assez fort pour effrayer Grace. « Vous êtes sur ma propriété » a-t-elle averti. Ron a pointé le doigt, par-dessus l'épaule de la voisine. « Je veux parler à mon fils. »
Alors, appelez-le comme une personne civilisée. Déborah s'est mise à pleurer, mais ses larmes cachaient des crocs. Ryan, comment peux-tu faire ça à ta mère? Heather a hurlé, tout ça pour une simple chambre? Tu détruis la vie d'Avery, pour une fichue chambre? Grace se tenait derrière Ryan, dans le couloir, et je me suis glissé entre elle et le cadre de la porte. Ryan a ouvert la porte intérieure, mais a laissé la moustiquaire verrouillée. Ron a craché, tu trahis ton propre sang. Joanne a levé son téléphone, bien en évidence. Le rapport de police a déjà été déposé. Continuez à crier sur mon porche, et je passerai un autre appel. Ron l'a foudroyé du regard, comme s'il estimait que la vieillesse aurait dû en faire une cible facile. Au lieu de cela, l'âge l'avait rendu redoutablement efficace. Heather a tenté une nouvelle approche. Grace peut arranger tout ça. Elle peut dire aux gens qu'elle a réagi de manière excessive. La mâchoire de Ryan s'est contractée. Ne t'adresse pas à ma fille. Le pouce de Joanne planait au-dessus du bouton d'appel d'urgence, et Ron l'a remarqué. La moustiquaire est devenue la frontière qu'il ne pouvait pas franchir. Ron a pointé un doigt accusateur, vers l'avis d'expulsion qu'il tenait à la main. Où sommes-nous censés aller, dans 30 jours? Le visage de Ryan est resté de marbre. Je ne sais pas. Peut-être chez des amis, dans le coin. J'ai entendu dire que ça marchait bien, quand on jette quelqu'un à la rue sans préavis. Déborah a tressailli, comme si les mots n'étaient cruels que lorsqu'il la visait directement. Nous t'avons élevé. Grand-mère Dorothy m'a élevé, la moitié du temps. Ryan a poursuivi, et elle m'a légué cette maison, car elle savait que vous choisiriez toujours Heather, en premier. Heather s'est interposée, le but de tout ça, c'est de me punir, n'est-ce pas? Non, a-t-il rétorqué. Le but, c'est de vous confronter à cette nuit où vous avez tous décidé que Grace pouvait être déplacée, comme un vulgaire meuble. La voix de Ron a baissé d'un ton. Tu crois que ces papiers font de toi un homme? Il a poussé l'enveloppe contre la moustiquaire, mais Ryan ne l'a pas prise. Ces papiers font de vous mes invités, a-t-il tranché. Votre comportement a mis fin à l'invitation. Déborah a murmuré, ta grand-mère aurait honte de toi. Ce à quoi il a répondu, ma grand-mère m'a donné le seul outil dont je disposais, pour protéger ma famille de la vôtre. Il n'a pas élevé la voix. Paradoxalement, cela a semblé les effrayer bien plus qu'un excès de colère. L'ancien Ryan se serait excusé pour son ton. Ensuite, il a fermé la porte intérieure, l'a verrouillée, et a tourné les talons. La pièce entière a plongé dans un silence absolu. 3 jours plus tard, Grace est rentrée de l'école avec un comportement étrange. Joanne lui permettait désormais d'utiliser le portail latéral, afin de ne pas avoir à passer devant notre ancienne maison. J'étais au comptoir de la cuisine, en train de trier des reçus de pharmacie, quand le loquet a cliqué, un peu trop vite. Grace est entrée, son sac à dos à moitié ouvert, les cheveux détachés de sa pince, et sans ses écouteurs. Ce seul détail m'a prouvé que quelque chose s'était produit. En effet, ma fille vivait avec de la musique dans les oreilles, dès qu'elle voulait un peu d'intimité. Là, elle se dirigeait droit vers la chambre d'amis de Joanne, sans jeter un regard à personne. Grace, les jeux interpellés. Elle s'est arrêtée, la main posée sur le mur du couloir. Je vais bien. Les mots semblaient automatiques, plats, beaucoup trop nets. Ryan était sur le canapé, en train de lire un nouvel email de Maître Fletcher. Il s'est levé, mais ne l'a pas brusqué. Assieds-toi avec nous, a-t-il proposé. Elle a secoué la tête, puis son téléphone a vibré. Elle a tressailli avec une telle violence, que le petit chien de Joanne s'est mis à aboyer depuis son abri, sous la table. Je me suis approché lentement, de la même façon que j'abordais les patients terrorisés. Qui était à l'école? Grace a fixé le sol, la bouche pincée. Il m'attendait, près du parking arrière. J'ai remarqué de la poussière sur le genou de son jean. C'était comme si elle s'était arrêtée en chemin, pour essayer de reprendre son souffle. La maison avait de nouveau étendu son emprise jusqu'à elle. Je l'ai guidée vers la chaise de la cuisine, et j'ai posé un verre d'eau devant elle. Non pas parce que l'eau réparait quoi que ce soit, mais parce que les mains ont toujours besoin de s'accrocher à quelque chose. Grace a raconté l'histoire par bribes. Ron et Déborah s'étaient garés près du parking arrière, là où le flot des parents venus chercher leurs enfants se faisait plus rare. Heather se tenait sur le trottoir, prétendant qu'elle avait parfaitement le droit d'être là. Grand-mère a dit que papa était confus,
et que je devais l'aider à se souvenir de qui était sa véritable famille. Grace a ajouté, tant Heather a affirmé qu'on allait peut-être lui retirer Avery, tout ça parce que j'avais fait passer grand-père pour un homme violent. Le visage de Ryan est devenu livide, puis d'une immobilité troublante. Grace observait son verre d'eau. Grand-père a dit que si nous perdions la maison, ce serait parce que je n'avais pas su partager. Il m'a ordonné de dire à papa que je voulais rentrer à la maison, et que je devais abandonner toutes les plaintes. J'ai demandé s'il l'avait touché. Non, ils m'ont juste encerclé, jusqu'à ce que Monsieur Lee, le prof de maths, sorte du bâtiment. Là, ils ont souri, comme s'ils venaient gentiment me chercher. Elle a sorti un mot plié, de la poche de son sweat à capuche. On pouvait y lire, de la main de Déborah, sois mature. Répare ça. Les autres élèves étaient assez proches pour nous dévisager, mais trop loin pour comprendre ce qui se passait, a-t-elle ajouté. Grace a fait glisser le mot sur la table. Je ne l'ai pas pris, parce que j'en avais envie. Elle l'a mis de force dans mon sac à dos. Ryan n'a pas appelé Ron. Il n'a pas appelé Déborah non plus. Il n'a pas offert à Heather un autre couloir pour venir pleurer. Il a pris le mot en photo, l'a transféré à Maître Fletcher, et a écrit une seule phrase. Ils ont approché Grace à la sortie des classes, aujourd'hui, et ont fait pression sur elle, pour qu'elle modifie sa version des faits. Veuillez envoyer la lettre d'injonction d'éloignement, immédiatement. Puis, il s'est tourné vers notre fille. Tu n'es pas leur messagère. Tu n'es pas un témoin qu'ils peuvent manipuler. Et tu n'es certainement pas le prix à payer pour cette maison. Elle a caché son visage dans ses mains, et, pour la toute première fois, elle a pleuré sans s'excuser. Maître Fletcher a répondu, en l'espace de 20 minutes. Le soir même, Ron, Déborah et Heather avaient reçu un avertissement écrit, et sans appel. Interdiction d'approcher Grace. Interdiction d'attendre près de l'école. Interdiction de se présenter chez Joanne. Aucun message transmis par l'intermédiaire d'Avery. Aucune pression concernant la plainte, ou la maison. Désormais, toute communication devait obligatoirement passer par les avocats. Ryan a également envoyé un email à l'école, en me mettant en copie, pour exiger que Grace ne soit remise qu'à nous, ou à Joanne. C'était sa démarche minimale, ni grandiose, ni théâtrale, juste ancrée dans la réalité. Il ne lui a pas promis que les adultes deviendraient soudainement justes. Il a simplement promis qu'il n'aurait plus l'opportunité de s'en prendre à elle, en privé. Le lendemain matin, Grace a marché jusqu'à l'école, avec Ryan à ses côtés. Et personne ne l'a intercepté, sur le chemin du retour. 6 mois plus tard, la chambre jaune de Grace lui appartient de nouveau. Ron et Déborah sont partis au 29e jour. Ils ont emménagé dans le sous-sol aménagé du cousin de Déborah, à 2 comtés de là. Heather est retournée un temps dans l'appartement surpeuplé de Derek. L'histoire de la fausse chambre s'est effondrée d'elle-même, car il n'y avait plus de chambre à montrer. Avery, qui était restée silencieuse la nuit où Grace a été jetée dehors, a fini par raconter la vérité à l'évaluateur de la garde d'enfants. Elle a déclaré qu'elle voulait vivre avec Ben. À 15 ans, ses souhaits avaient suffisamment de poids pour être écoutés. Ainsi, Heather a perdu la garde principale, ne conservant qu'un droit de visite limité, le temps de remplir les exigences légales qu'elle ne pouvait plus esquiver. Désormais, Avery rend parfois visite à Grace. Ben gère tout cela avec prudence, en la déposant et en venant la chercher. Elles ne sont pas les meilleures amies du monde, mais elles ne servent plus de faire-valoir pour les mensonges des adultes. Ryan a changé les serrures à la fin de la période de préavis, pas avant, et chaque facture de la maison est désormais ouvertement prélevée sur notre compte. Joanne vient toujours boire un café à la maison, le samedi. Grace garde une clé de rechange sur un porte-clés en forme de tournesol, et plus personne ne lui dit qu'elle a de la chance d'avoir une chambre. Certains soirs, Ryan s'assoit sur l'ancienne chaise de Porsche de Dorothy, et ne dit rien du tout. Était-ce trop dur d'attendre 30 jours, ou bien Ryan a-t-il eu tort de patienter aussi longtemps? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, et abonnez-vous pour d'autres histoires. Un petit mot de l'auteur. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je ne suis pas certaine qu'elle ait fait le bon choix, pas totalement. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, je suis très curieuse d'avoir vos retours. Et pour ceux d'entre vous qui aiment m'entendre narrer, je sais que certains ne sont pas intéressés, ce qui est tout à fait compréhensible. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ça, et si c'est le cas, passez simplement votre chemin. Cette annonce ne vous concerne pas.
Par contre, si cela vous intéresse, j'ai une grande nouvelle à annoncer sur mon autre chaîne. Il devrait y avoir un lien, quelque part par ici. Nous préparons de très gros changements. Au lieu de me contenter de narrer l'histoire, je vais en fait la jouer. Je vais interpréter tous les personnages, porter des perruques, et ce genre de choses. C'est vraiment excitant, alors restez à l'affût. D'ailleurs, ce n'est pas du tout généré par une intelligence artificielle, tout le jeu d'acteur est bien réel. Je me tiens vraiment devant la caméra, pour jouer devant vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.